l'art et quelle est sa destination sociale? Nous l'avons dit, l'art est une représentation idéaliste de la nature et de nous-mêmes en vue du perfectionnement physique et moral de notre espèce. D'après cette définition qui suppose dans l'esprit humain une faculté esthétique ou idéaliste, de même que la législation suppose en nous une faculté juridique, nous avons passé en revue les diverses manifestations de l'art, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Nous avons constaté qu'en effet, tel avait été le but et l'effet de l'art, quelque forme qu'il eût prise et quels que fussent ses moyens, qu'il était tombé chaque fois qu'il avait oublié sa mission hautement morale et hygiénique. Que l'idéal s'étendant à fur et mesure des progrès de la raison, l'art avait dû, à différentes époques, renouveler ses moyens, et que nous étions arrivés précisément à l'une de ces époques où l'idéalisme antérieur étant dépourvu de sens, inintelligible, une rénovation complète de l'art est nécessaire. Cet idéalisme consiste non plus en de vaines personnifications que la puissance d'abstraction de nos langues et de nos méthodes de raisonnement ont rendu inutiles, non pas davantage dans des représentations soit de la beauté du corps, soit de la sainteté de l'âme, beauté et sainteté que la contemplation artistique s'efforçait de lever jusqu'à l'idéal. Cette recherche de la perfection est désormais considérée par nous comme chimérique, inutile, partant contraire à la raison pratique et au but de l'art. Notre idéalisme à nous consiste à nous apprendre nous-mêmes, à nous amender jour par jour, non d'après des types conçus a priori et plus ou moins ingénieusement figurés, mais d'après les données que fournissent incessamment l'expérience et l'observation philosophique. Dans ces conditions, l'œuvre de l'artiste ne peut, sous prétexte de noblesse ou de grossièreté, rien exclure. Elle embrasse dans son cadre illimité comme le progrès lui-même toute la vie humaine, heureuse et malheureuse, tous les sentiments, toutes les pensées de l'humanité. Quoi, vous parlez d'idéal, et votre idéalisme impuissant à faire parler la nature ne repose que sur les chimères de votre imagination, sur les abstractions de votre esprit et les ébullitions impuissantes de votre cœur? Car enfin, vos dieux, vos saints, vos grands hommes, tous ces personnages historiques, féeriques, dramatiques, allégoriques, romanesques et chevaleresques, tous ceux même plus voisins de la réalité que vous faites figurer dans vos paysages, vos marines, vos tableaux de jarre, qu'est-ce que tout cela sinon imagination, abstraction, chimère, bien plus aveu d'impuissance? Vous parlez d'invention, de création, de liberté, et vous n'avez jamais fait que vous traîner à la suite des mythologues, des théosophes, des poètes, des romanciers, des fabliaux, des historiographes, comme si l'art n'existait que pour illustrer la révélation, l'épopée, la comédie ou l'histoire, comme si l'artiste était incapable de penser par lui-même, de choisir ses types, de produire ses idées. Comment? Vous avez devant vous des hommes, vos compatriotes, vos contemporains, vos frères, des êtres qui pensent, qui agissent, qui souffrent, qui aiment, qui ont des passions, des intérêts, des idées, où l'idéal respire enfin, et votre pinceau classique ou romantique, élégant et noble, les dédaigne. Vous affectez de ne les point apercevoir, vous ne sauriez quel parti en tirer, vous nous donnez à leur place des héros de théâtre, des personnages de romans, des vierges du paradis, ou ce qui revient à peu près au même, pour nous autres, des noms historiques, des citoyens du Maroc ou de l'Arabie, une fantasmagorie, des ombres chinoises. Savez-vous l'idée que vous me faites venir avec votre prétendu idéal? C'est que vous n'avez point d'idéal du tout, que votre âme est à sec, que vous n'êtes propre qu'à faire des pantins, des poupées, des mannequins, des charges pour le charivari ou des figures pour le journal des modes. De la forme, nous en avons de reste, on vous l'a dit, il n'y a plus rien à faire pour vous de ce côté depuis les Grecs. Ce que l'on vous demande à cette heure, c'est à travers la forme de nous faire voir l'esprit. Pour cela, je vous en préviens, il vous faut une puissance d'idéal bien autrement grande que celle qui fit découvrir les fesses de Vénus ou le nez d'Apollon. Oui, oui, Courbet a ses défauts, je vous les passe tous, j'en ai appris moi-même quelque chose, mais qu'on le critique en vertu de son idée, qu'on le juge d'après la loi qu'il s'est faite, surtout qu'on n'ameute pas contre lui les badauds en criant à l'inélégance, à l'ignoble, car fût-il 100 fois plus défectueux encore, d'un mot il vous écrase tous, et ce mot que j'ai recueilli de sa bouche, aussi profond que spirituel, vaut comme démonstration un de ses tableaux. Vous qui prétendez représenter Charlemagne, César et Jésus-Christ lui-même, sauriez-vous faire le portrait de votre père? Continuation du même sujet, la fileuse, l'enterrement en ornant, la baigneuse. Il faut l'avouer, il y a place aujourd'hui dans la peinture et la statuaire, sans parler du reste. Je ne dis pas pour un grand artiste, les grands artistes sont bien venus en tout temps, mais pour une révolution.
Peindre les hommes dans la sincérité de leur nature et de leur habitude, dans leurs travaux, dans l'accomplissement de leurs fonctions civiques et domestiques, avec leur physionomie actuelle, surtout sans pose. Les surprendre, pour ainsi dire, dans le déshabillé de leur conscience, non simplement pour le plaisir de railler, mais comme but d'éducation générale et à titre d'avertissement esthétique. Tel me paraît être à moi le vrai point de départ de l'art moderne. Ceci n'exclut pas, dans l'avenir, des exhibitions plus flatteuses pour notre amour-propre, plus idéalisées, puisqu'ainsi l'on entend l'idéal. Mais je ne le cache point, je ne m'attends pas à voir rien de semblable. Je ne crois pas que par le temps qui court, ni Courbet ni aucun autre y réussissent. Humilions-nous sous le poids de notre indignité. Ce n'est pas déjà si peu de choses que de savoir nous montrer tels que nous sommes, sous tous ces rapports. J'ose dire qu'à part le fini de l'exécution, dont je ne dis rien, parce qu'une révolution dans la pensée de l'art implique une révolution dans la manière, et qu'à cet égard, tout est à faire. La peinture de Courbet est autrement sérieuse, et d'une visée plus haute que presque tout ce qui a laissé l'école hollandaise. Or, à présent que nous savons à quoi nous en tenir sur la nouvelle réforme, nous pouvons en apprécier avec connaissance de cause les productions et en dire notre sentiment. Ce serait fait de l'art s'il était possible que le public demeurât étranger à ces mouvements. On se souvient de la réforme entreprise par Boileau contre le mauvais goût de son siècle, mais Boileau n'eût pas réussi s'il n'avait pas été appuyé à fur et mesure de ses efforts par le bon esprit de ses contemporains. Poursuivons donc notre revue et ne doutons pas que le jour où le public, initié à la pensée supérieure de la nouvelle école, saura s'y intéresser, le jour où le bon sens des masses saura remporter sur le mauvais goût traditionnel cette grande victoire. L'art reprendra sa marche ascensionnelle et son influence sur l'esprit public sera incalculable. La fileuse. Aux paysans qui reviennent de la foire se rattache par l'analogie de l'idée la fileuse endormie. Excellente peinture où Courbet a de nouveau montré comment, dans les scènes de la vie populaire, il entend le but et la dignité de l'art. Donner à un autre ce sujet si simple, la fileuse endormie, et je serais bien trompé si, obéissant aux préoccupations de la vieille école et au goût détestable de l'époque, il ne vous fabrique une petite personne à figure de nymphe, taille svelte, jambes fines, doigts de fée, comme répètent à satiété les gens de lettres lorsqu'ils parlent des travaux de l'ouvrière. Bref, une vraie poupée paysanne de Florian et de l'opéra. Il n'oubliera pas non plus de soulever un peu la jupe, d'écarter la cuisse, de découvrir la gorge, afin de donner à l'abandon de la dormeuse toute la grâce possible. Une fileuse qui dort ne peut pas être dans la tenue sévère de la ménagère qui tient le balai. Ne faut-il pas d'ailleurs que l'artiste vous émoustille, qu'il éveille en vous un certain idéal? Sans cela, vous ne vous soucierez point de sa fileuse. Qu'y a-t-il de commun entre la quenouille et l'art? La critique dont j'ai cité plus haut l'opinion à propos du retour de la foire dit de la fileuse, figure simple, solide, noire et lourde, il est clair que regardant à travers le binocle la mode, il a pris pour un défaut un effet voulu de l'artiste, et il n'y a rien compris. Mais laissons ces gens à leur imagination aussi absurde, aussi laide qu'elles sont indécentes. Courbet, qui n'a pas vu les dieux, qui ne connaît que les hommes, excelle à rendre la beauté physiologique, au sang riche, à la vie puissante et calme. Beauté qui, représentée et fixée par l'art, produit sur les sens un effet analogue à celui de la beauté idéale des statues grecques. C'est que la vérité est aussi un idéal, qui par lui-même nous affranchit des titillations de la chair et des orages de la concupiscence, et qu'une imagination dépravée peut seule rendre dangereux. Quelle magnifique créature que cette fileuse, et comme elle dort, le fil est tombé de sa main. On croit entendre sa respiration lente à la place du bourdonnement du rouet. Tous les jours elle se lève, de grand matin, elle se couche la dernière, ses fonctions sont multipliées, son action incessante pénible. C'est à l'instant perdu qu'elle prend sa quenouille, travail minuscule dont la ténuité et le petit bruit ne sauraient tenir éveillée la robuste campagnarde. Comprenez-vous maintenant pourquoi Courbet a fait de sa fileuse une franche paysanne? Sans cela, elle serait à contresens. Je dis plus, elle tomberait dans l'indécence. Il y a beau temps que les châtelaines ne filent plus. Les bourgeoises n'ont jamais filé, les ouvrières des grandes villes n'ont pas même appris. On a bâti des filatures qui les en dispensent, aussi bien elles n'y gagneraient pas leur vie. Toutes d'ailleurs sont artistes, elles ne supporteraient l'ennuyeuse quenouille que si la coquetterie trouvait son compte derrière une vitrine en vue du boulevard. Là, vous les verriez d'une main preste et légère tirer leur lin. Sortez-la de son village, de son foyer champêtre. L'idée de la fileuse, succombant au sommeil,
ne sera plus qu'une image de la paresse domestique. Par conséquent, comme je le disais tout à l'heure et comme le veut la logique de notre faux goût, une provocation à la luxure. La fileuse de Courbet est brune, bien assise, bien collée, colletée. Elle a la taille puissante, les bras robustes, les doigts nourris, la figure candide. Au sein du sommeil, ses habitudes de modestie ne la trahiront pas. La vérité pouvait seule ici, écartant toute pensée impure, suggérer à la fois une idée et un idéal, hors desquels l'art, réduit à l'arbitraire, à l'insignifiance, disparaît. L'enterrement à Ornans. C'est surtout dans l'enterrement que la pensée de Courbet s'est révélée avec le plus audace. Je n'accepte pas même le retour de la conférence, dont je parlerai plus bas. On a rendu généralement justice à cette œuvre quant au talent de l'artiste, à l'énergie de son pinceau, et il faut que ce talent soit bien réel pour que la critique se soit laissée aller à de tels aveux. Car pour le sujet lui-même et pour la manière dont il est traité, on n'y a rien compris du tout. L'auteur des artistes français étudié d'après nature, Sylvestre, a fait de l'enterrement une description qui est une caricature, et je l'avouerai, le contraste avec les figures et le motif pieux qui les réunit est d'une telle violence que je ne pense pas, quoi que nous puissions dire, nous autres héros et vulgarisateurs de l'idée nouvelle, que de longtemps le public puisse comprendre et supporter une pareille leçon, ni l'artiste compté pour de tels essais sur le suffrage des masses. Théophile Sylvestre. De plus, les actes de la vie, le plus grave, celui qui prête le moins à l'ironie et celui qui la termine, c'est la mort. Si quelque chose doit rester sacré aussi bien pour le croyant que pour l'incrédule, ce sont les derniers instants, le testament, les adieux solennels, les funérailles, la tombe. Tous les peuples ont senti la majesté de ces scènes, tous les ont entourés de religion. Le même sentiment a de tout temps inspiré les artistes, qui dans le cas peut-être le seul, ont su tout à la fois obéir à l'idéal de leur époque et rester dans la vérité éternelle de leur mission. Il semble qu'en effet, aucune aberration de l'art ne soit possible dans cette solennité déchirante, où une famille entourée des amis et des proches, assistée du clergé, va mettre le sceau à la grande séparation, en rendant à la terre le cadavre d'un époux, d'un père. Comment donc Courbet s'est-il complu à envelopper une pareille scène de ridicule, à en rendre grotesques les acteurs? Remarquez que la scène se passe à Ornans, une bourgade de Franche-Comté, entre simples paysans, dans un milieu où il reste de la religion, où la foi n'est pas entièrement morte. Ce qui rend l'idée de l'artiste plus inconcevable encore est en fait presque un sacrilège. Regardez ce fossoyeur au visage épaté, à la face de brute. Ces enfants de cœur indévots et polissons, ces bédonnés bourgeonnés qui pour quelques sous ont quitté leur vigne et sont venus figurer au drame funèbre, ces prêtres blasés sur les enterrements comme sur les baptêmes, galopant d'un air distrait l'indispensable de profundus. Quel triste et affligeant spectacle! La belle chose à étaler aux yeux, n'est-ce pas? À qui donc Courbet destinait-il ce tableau? Où en trouverait-on la place? Ce n'est pas dans une église, à coup sûr, où il serait une insulte, ni dans une école, ni dans un hôtel de ville, ni dans un théâtre. Il n'y a qu'un grand seigneur avide de curiosité qui puisse songer à le recueillir dans son grenier. Il se gardera de le placer dans son salon, sans doute il y a là-bas, de l'autre côté de la fosse, des figures de femmes bien touchantes, avec lesquelles vous êtes presque tenté de pleurer. Mais ces spectateurs froids, ce monsieur ennuyé, vieille connaissance de la famille, qui n'a pu se dispenser d'assister aux obsèques d'un ami, d'un protégé défunt, tout cela n'indique-t-il pas une préméditation sacrilège? Où trouver là le but, la pensée morale de l'art? Eh bien, cette critique qu'il est si aisé de charger est la justification même de Courbet. En quel siècle vivons-nous? Demanderai-je aux hypocrites qui l'accusent. N'avez-vous jamais assisté à une cérémonie funèbre? Et n'avez-vous pas observé ce qui s'y passe? Nous avons perdu la religion des morts. Nous ne comprenons plus cette poésie sublime dont le christianisme, d'accord avec lui-même, l'entourait. Nous n'avons pas foi aux prières et nous nous moquons de notre vie. La mort de l'homme aujourd'hui dans la pensée universelle est comme celle de la bête. Unus es finis hominis et humanti, et malgré le requiem, malgré le catafalque, malgré les cloches, malgré l'église et tout son décorum, nous traitons les restes de l'un comme ceux de l'autre. Pourquoi des funérailles? Pourquoi des sépulcres? Que signifient ces marbres, ces croix, ces inscriptions, ces couronnes d'immortels? Ne vous suffit-il pas du tombereau qui, sur l'ordre de la police, prendra le corps et le conduira à Montfaucon?
C'est cette plaie hideuse de l'immoralité moderne que Courbet a osé montrer à nu. Et le tableau qu'il en a fait est aussi éloquent que le pourrait être un sermon sur la même matière de Bridel ou de Bossuet. Là, nous dit-il, je ne vois plus qu'une chose et qui soit respectable, ce sont les pleurs des mères, des sœurs, des épouses, c'est l'ignorance des enfants. Tout le reste est comédie, et comme vous dites, sacrilège. Or, ce sacrilège, vous ne l'apercevriez pas, âme pourrie et cadavéreuse que vous êtes, si la peinture ne vous le faisait entrer de vive force dans la conscience par l'horreur même de la représentation. C'est pour cela, sachez-le, que l'amené a voulu être jeté dans la fosse commune comme un chien, sans cérémonie et sans cortège. Puisque nos lois de police ne permettent pas à l'ami d'ensevelir dans le secret le corps de son ami, pensez l'auteur de l'indifférence, dérobons-nous du moins à la curiosité indiscrète, et que le croque-mort banal en finisse. Courbet s'est donc montré dans le tableau de l'enterrement aussi profond moraliste que profond artiste. Il vous a donné la vérité sanglante, impitoyable, en révoltant en vous l'idéal. Il vous rappelle à votre dignité. Et s'il n'a pas fait une œuvre sans défaut, il en a fait une incontestablement salutaire et originale que nous eussions jugée prodigieuse s'il nous restait le moindre sentiment de l'art, si notre âme, notre raison, notre intelligence, notre conscience n'étaient pour ainsi dire frappées d'anesthésie. Que pèsent ici toutes les réserves de la plus malveillante critique? La composition de l'enterrement viole toutes les règles, les personnages y forment une sorte de bas-relief désordonné, les têtes trop accusées au dernier plan viennent au premier. Je vous accorde tout ce que vous voudrez. En est-il moins vrai que Courbet s'est ouvert dans l'art une nouvelle et immense perspective, qu'une idée comme celle de l'enterrement est à elle seule une révélation, et que l'excitation idéaliste qui en résulte est si puissante qu'on finit par trouver que l'artiste n'a point encore assez fait, comme les Grecs trouvaient que les figures de leurs dieux n'étaient jamais assez belles, et qu'on voudrait faire remettre 20 fois au concours un sujet si nouveau, si l'accusateur est si émouvant.